En 89, à la chute du mur de Berlin, c'est le bicentenaire de la Révolution française, et on joue une agence de détectives privés qui va résoudre des mystères et des légendes qu'on peut trouver dans toutes les villes, dans toutes les campagnes de France. Génial. Et vous êtes basé où en fait, la maison d'édition? À Roche-sur-Yon. À Anjou. La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon, désolé. À La Roche-sur-Yon. Et là, vous avez été invité par Nicolas, le président des Bâtisseurs de Rêve? Oui, tout à fait. Saison 1, alors qu'est-ce que vous proposez? Je vois la saison 1. Ça, c'est le livre de base? Alors, à gauche, il y a le livre univers. Ça, c'est le livre univers. On a le livre univers avec les règles de jeu, le cadre complet de jeu et trois affaires à résoudre. D'accord. Et dans la saison 1 qui est sortie l'année dernière, on a 9 nouvelles affaires qui nous emmènent un peu partout en France. Donc ça, ce sont des scénarios en fait. Oui. Ouais. Super. C'est magnifiquement illustré. Merci. Avec une belle mise en page. Mise en page de Jocelyn Grange, qui est meilleur ouvrier de France, maquettiste, graphiste maquettiste. On s'était rencontrés aussi l'année dernière à la convention au FRAC. Ouais. Et toi, tu es un figuriniste en fait qui fabrique, tu dessines tes. Ouais. En modélisation 3D. Créatures. Voilà, impression 3D en résine. Et puis après, peinture acrylique. Je fais du tout, de la fantaisie pour l'instant, mais je me limite pas à ça. C'était déjà. Et je fais de la commande aussi sur mesure, hein, si tu trouves un fichier qui t'intéresserait pour une figurine ou quoi, je peux l'imprimer pour toi en résine. D'accord. Taille que tu veux, bon, ça dépend, faut que ça rentre dans ma machine, mais sinon je propose aussi ça comme service. Qui part de la queue de ses cheveux, à part qu'elle est complètement décoiffée, elle est blonde. Et toi, tu es basé à Orléans. Hein. Et je suis à Orléans, ouais. Non, non, blonde, elle est justement, elle est blonde. Chestnut. Alors ici, on ouvre. Ah, mais c'est vachement sympa, ça, c'est des illustrations. Et ouais, c'est des illustrations sur les thématiques. Quelle thématique? Alors ça, c'est des illustrations, une série d'illustrations sur le Seigneur des Anneaux, ouais. Donc avec des lieux emblématiques comme voilà. Faucombe, voilà, cul-de-sac, Génial. Et après, donc ça, c'est toute une série d'illustrations que j'ai fait pour Cécile, enfin que je fais pour Cécile, pour collaborer avec Cécile, faire un petit partenariat, puisque ce sont des classes de jeux de rôle, voilà, pour ne pas le citer, le jeu de rôle le plus connu, qui a, par exemple, sanctifié le paladin, le barbare, l'arcaniste, voilà. Ok. C'est des illustrations à thème. Et après, il y a d'autres choses qui sont un peu, on va dire, qui sont sur des vibes un peu plus one-shot. Comme ça, par exemple. Voilà. D'accord. Ou ce design de carte de jet de sauvegarde contre la mort. Ah ouais. Qui est un design en fait qui peut être utilisé en jeu de rôle pour donc indiquer si le. Merci Nicolas. Si le joueur en fait contemple la mort, ou si c'est la mort qui contemple le joueur, voilà. D'accord.
Ça c'est exploitable en jeu. Et c'est réalisé comment? C'est du numérique? C'est de la peinture digitale. Ouais. En fait, ça se fait avec une tablette et un stylet. Ok. Très Voilà. bien. Donc, je dirais pas le nom de la tablette. Pour pas avoir Ouais, de bon, contenu. il y a une marque qui domine le marché. Mais il y a une marque qui domine le marché et un logiciel qui s'appelle Procreate, qui est. Ouais. D'accord. J'ai pas d'action chez Procreate, j'aimerais bien. mais ça permet effectivement donc de soit peindre des. Là c'est le cas. Hein. Ça c'est un dessin qui a été fait en fait sur papier et ensuite mon croquis je l'ai importé pour pouvoir le peindre digitalement. Voilà. D'accord. Ce qui permet d'avoir des résultats assez sympas en termes d'illustration. Ouais. On connaît un peu les textures numériques. Tout à fait. Ça permet de faire un travail, mais c'est vraiment de la peinture, c'est vraiment la superposition de traits de peinture. Et régulièrement sur Instagram, d'ailleurs, je mets mes vidéos de process. D'accord. On voit effectivement comment ça se passe. Donc, alors là, il y a les illustrations, là, il y a les tarifs. Et Instagram, donc ça va être sur quel nom? Ça va être sur Ici, un je l'ai là. petit jeu de mots, Ah ouais. un item que tout le monde connaît qui s'appelle le Bag of Holding. Ah ouais. Moi, je suis le Bag of Holding. Très bien. Bon, bah ça, c'est lu. Je le mettrai en sous-titre. Super. Bah merci. Donc ici, on est dans les décors. Oh, mais c'est génial, ça, c'est... En plus, c'est assez massif. Comment vous faites tout ça, du coup? Avec du carton plume et du polystyrène extrudé principalement pour tout ce qui est briques et décor. Voilà, comme là, on voit. Ah, mais c'est Là, génial. on voit quelque chose en cours. Du coup, c'est très léger. Voilà. Ça a C'est beaucoup moins l'avantage. impressionnant quand c'est pas peint. Bah, après, c'est comme toute structure. Oui, hein. c'est comme tout. Hein. C'est génial. Donc voilà, là c'est un début de ruine de château. Et après, c'est impressionnant. Hein. Et qu'est-ce qui vous a donné le goût de faire ça? En fait, j'ai fait beaucoup de miniatures, maisons de poupées, des choses comme ça depuis fort longtemps. Et je suis joueuse de WoW, j'aime beaucoup l'univers médiéval fantastique. Et au moment de la fin d'année dernière, ma fille m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne relis pas tes deux centres d'intérêt ?» Et puis du coup, voilà, c'est arrivé. Je fais des petites choses. Alors là, comme c'est Pâques, ça c'est un œuf. Waouh. Voilà. Ok. Et on peut continuer. Et ensuite. Waouh. C'est de l'auberge. Et voilà. Super. Vraiment. Et de quelle manière vous les présentez? Vous les vendez? C'est en salon, en convention, non, comme ça? mais en fait, là, j'ai commencé très récemment, au début d'année. Donc c'est bien gentil de fabriquer des choses, mais je ne savais pas quoi en faire. Mhm. Donc, je me suis rapprochée des bâtisseurs de rêve pour savoir s'il y avait la possibilité de donner des objets pour faire vivre un peu l'association. Malheureusement, les joueurs des bâtisseurs de rêve jouent beaucoup avec leur imaginaire et pas avec... Peu avec ce genre de structure, choses. c'est vrai. Donc, pour le moment, voilà, j'en fais rien. D'accord, J'ai vous faites ça pour préparé le pas plaisir. mal de plateaux de dés pour l'assaut, pour les joueurs de ce week-end, mais pas forcément de débouchés, le plaisir de fabriquer et puis éventuellement de donner des produits si quelqu'un est très intéressé. On a été présenté par Nicolas, je pense, sur le Oui, Discord. il l'a mis sur le Discord, oui, il avait fait Et ça aussi, là, c'est des photos. superbe. Pour à côté le stand de Morgane qu'on ne verra pas sur la vidéo. On peut l'entendre, mais on ne verra pas. Bien, merci beaucoup. Mais de rien.
D'accord. Comme le jeu de rôle, c'est quand t'as pas de copains. Oui, mais je sais, je connais. Voilà. J'ai fait le livre Le jeu de rôle, j'ai fait la quasi-intégralité de la série Le Solitaire. D'accord. Putain, temps. Oh, voilà Monsieur Rossignol. Oh bah dis donc. Oh, tout de suite. Il est beau. Alors, on revient à nos moutons. La taverne. Et on a plein de trucs qui se mangent et des dés qui se mangent, des dés en chocolat qui se mangent. Ça, c'est trop bien. Super. Bah ça change parce que là-bas, il y en a qui se mangent pas. Enfin, vaut mieux pas essayer. Ah ouais, ça c'est carrément des sets de dés. C'est du chocolat en fait. Voilà, c'est du chocolat au lait, du chocolat blanc avec des moules en silicone alimentaire que j'ai fait moi-même, que j'ai fabriqué. Ok. Donc, Génial. les gros dés, les petits dés. Et les sablés que j'ai fait avec l'imprimante 3D aussi en porte-pièce. Ok. Là, c'est un cookie surmonté de D20. Voilà. Et puis là aussi. Excellent. Monsieur Étrange France, j'ai pas ton prénom. Et du coup, ça, c'est vendu dans quel cadre? Uniquement les salons, les conventions? Pour l'instant, oui, mais après aussi par commande, on peut le faire. Sur Internet? Sur Internet, ouais. Ouais, d'accord. Je pense que Et à ce moment-là, c'est ici. Voilà, sur Donjons et Macarons. Donjons et macarons. Et ça, c'est quoi? C'est Instagram uniquement? Voilà, ça c'est pour l'instant c'est Instagram. D'accord. Le temps que ça se développe un petit peu. Bon, bah génial, on présentera ça. Je mettrai un sous-titre. Merci. Voilà, donc là on a Axel qui va s'occuper de l'animation des tables de jeux de société. En fait, Rox'n'Roll, c'est une chaîne d'actual play donc, qui a été créée par Taker, notre réalisateur, Geoffrey, un de nos MJ comédiens, donc il est MJ sur Les Nuits d'Orléans, notre comment dirais-je, la campagne Vampire la Mascarade qu'on a commencé cette année, et moi-même donc MJ sur L'Œil Noir. On a commencé à l'occasion du Roll Event l'année dernière, donc un Roll Event 2023 même, donc il y a un an et demi. Voilà, carrément nos pages. On est où en fait déjà? Alors on tourne à Paris, enfin à Romainville pour être précis, à Big Box Wilson. On a commencé à Studio Bocal à Paris. Maintenant on tourne à Big Box Wilson. Ça nous arrive de retourner à Studio Bocal à Paris. À l'occasion, pour des événements. À l'occasion, voilà. D'ailleurs on les remercie parce que sans eux on ne pourrait pas. Aussi, on tournait grâce à Studio S aussi qui nous aide beaucoup sur la mise à disposition du matériel. Et on tourne avec derrière la caméra une équipe de professionnels, une équipe technique professionnelle, cadreurs, ingé son, réal. Et devant la caméra, on a des comédiens, des doubleurs voix off, on a des acteurs, etc., etc. Des professionnels de l'événementiel. Vous diffusez sur quel canal, quel site? Sur YouTube. Je fais ça, c'est déjà. Tu sais, t'as une troisième paire de mains, au pire, je peux la prendre. Voilà. Tiens, vas-y. Voilà. Attends, troisième paire de mains. Mets-toi au milieu. Personnages principaux de L'Œil Noir, donc là c'est Rolf qui est interprété par Geoffrey. Geoffiniel, notre elfe. Interprété par Yasmine qui n'est pas là. Basilio qui est interprété par Sion qui sera là tout à l'heure. Et enfin Vérogramme qui est interprété par Thibaut qui ne sera pas là aujourd'hui malheureusement. Voilà. Super. Pour Les Nuits d'Orléans, vous pouvez découvrir tout ça dans le prologue. Et dans On va y aller. Eh ben, je le vois arriver, mec. Parfait. Il arrive au pile poil au bon moment. En 30 ans, il y a eu plein de choses qui se sont passées. On a perdu des cheveux. On a gagné de la barbe. Il y a plein de gens qui sont venus dans ce club. On a quand même encore 2 historiques qui officiellement sont dans le club. Donc les frères Signoret, que tout le monde a connus a priori. Voilà. Ils sont là, toujours là. Je pense d'avoir le premier président, je vais lui donner des BDR, donc je vais lui donner la parole en premier. Voilà. Ou avec Mathieu, on a déboulé chez Jeux des Cartes avec un dossier, une espèce de grande chemise avec plein de papier blanc dedans. Et puis on est reparti avec un championnat de France de Blood Bowl et puis un 36-14, voilà. Et on n'avait rien dedans, on a juste des idées qu'on a développées dans le train en allant à Paris.
C'était voilà, et c'était que sur des coups de tête comme ça. Enfin, on a monté la fédération avec les autres associations, La Rochelle, Bordeaux, New York, Poitiers, la fédération parallèle où on s'occupait d'une partie du festival du guide de Parthenay. Donc voilà, c'était des gros trucs avec des championnats de France sur table, des jeux de rôle grandeur nature. Et puis à un moment donné, donc le groupe qu'on avait constitué, il y en a parmi eux qui ont appris qu'il existait un club. Et donc on est tous partis là-haut. Alors moi j'étais un peu réticent. Je me disais mais qu'est-ce qu'on va foutre là-dedans, machin chose, etc. Et finalement, ceux qui nous y ont emmenés, eux ils sont pas restés. Et avec Hugo et Grégory en fait, nous on est restés au club. Parce que finalement on a trouvé que c'était assez sympa et qu'il y avait cette ouverture en fait sur plein de jeux. En même temps on s'était mis à faire un petit magazine avec Hugo qui parlait de science-fiction. On s'est dit que ce petit magazine, ce serait bien qu'il parle un petit peu de jeux de rôle. Et puis voilà, on s'est intéressé de près aux affaires. Ça fait plus de 30 ans. Et à l'époque, avant de venir sur Orléans, j'avais découvert un jeu et stratégie qui parlait du jeu de rôle. Et ça m'avait super épaté parce que je n'y comprenais rien du tout. Tout ce que je savais, j'avais compris qu'on pouvait vivre une aventure en étant le héros. Et ça, je me suis dit, c'est bien, c'est intéressant comme truc. Mais là où j'habitais, il n'y avait pas de jeu, pas de rôle. Donc je suis arrivé à Orléans pour mes études. Et en 81, 82 peut-être, je me suis dit, bon, il y a une boutique de jeux, je vais aller voir Eureka. Je vais aller voir s'il y a du jeu de rôle là-bas. J'ai acheté ma première boîte de Donjons et Dragons. Et puis j'ai improvisé. Je me rappelle, le premier scénario, c'était le scénario qui était dans la boîte. Donc j'ai fait jouer en tant que maître. Et à un moment, je n'avais pas préparé, parce que je ne savais pas ce que c'était. Et à un moment, on tourne la page et fait « Et maintenant, continuez l'aventure avec votre imagination ». Particularité d'avoir jamais été adhérent à aucune association, parce que je ne suis pas un garçon très associatif, mais je sens mauvais. Mais j'ai traîné. Alors moi, je suis arrivé par le jeu de rôle à cause de mon voisin, le Mops, puisque moi je jouais pas, enfant je jouais pas, j'avais pas de jeu, voilà, c'était comme ça. Je suis rentré au Beaux-Arts par hasard et je suis tombé sur ce monsieur qui est devenu mon voisin et il m'a initié au jeu de rôle. Ça m'a tout de suite fasciné et intéressé, non pas pour le côté dimension ludique, c'est un lien social. Voilà, tu crées des liens, tu discutes. J'en suis arrivé là, après avoir fait plein de choses, à cette théorie qu'on a tous besoin de liens sociaux, on a besoin de sujets de conversation, on a besoin de toi non, je sais. Donc, quelle que soit l'activité, on va chercher, ça va nous apporter quelque chose. Il se trouve que moi, c'est tombé dans le jeu de rôle, dans le jeu de société, parce que j'ai suivi le parcours classique et standard du joueur de jeu de rôle, à savoir jouer au jeu de rôle à fond, à tout, parce que mon voisin était vendeur chez Eureka, donc il avait accès à tous les jeux. On testait tous les jeux qui sortaient. J'ai joué à des tas de trucs. Puis Magic est arrivé. Donc on faisait du Magic un petit peu, puis beaucoup de jeux de rôle. Puis de plus en plus de Magic, de moins en moins de jeux de rôle. Puis après les enfants, comme tout le monde, c'est chronophage. Donc on passe aux jeux de société parce que une partie ça dure 2-3 heures à l'époque, dans les années 95-2000. Et puis, comme tu le disais si bien, il y a un moment donné, on s'est dit tous, on va essayer de gagner notre vie. Alors moi, c'était pas, quand on a créé Trick-Track, l'idée, c'était pas de gagner sa vie avec un site qui parlait de jeux. C'était un site qui parlait de la ville d'Orléans, dans lequel il y avait une rubrique consacrée aux jeux de société. Concours de circonstances, le méchant des cartes était encore sur la pente descendante, mais présent, mais des nouveaux arrivés. Il y avait une volonté du milieu qui, si on regarde bien avec le recul, tous les grands du jeu de société français, francophones, et essentiellement mondiaux, même américains, sont tous d'anciens rôlistes. Tous. Ils ont suivi le même parcours, c'est que le jeu de rôle, c'est bien, c'est chronophage. Donc tu achètes un jeu, tu y passes des heures dessus. Souvent, quand tu as beaucoup d'imagination, tu fabriques tes propres scénarios, tu vas pas les consommer. En fait, le joueur de jeu de rôle est un piètre consommateur, finalement. Et du coup, le jeu de société, c'est beaucoup plus rentable. Et donc il y a énormément de gens qui étaient joueurs de jeux de rôle, qui ont monté des boîtes. Le patron d'Asmodée, Marc Ness, c'est un joueur de jeux de rôle. Mais il a commencé par vendre des boîtes de jeux de rôle, c'est pas très rentable, c'est plus rentable de faire du jeu de société, parce que ça avait le vent en poupe, les gens avaient envie de jouer à des parties courtes, etc. Donc effectivement, on est parti, on s'est laissé embarquer dans
avec cette vague de jeux de société qu'on a porté, auquel on a participé avec un média qui a tiré du monde. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'effectivement, tous les gens du secteur à qui on parlait, les auteurs de notre âge, c'était tous des rôlistes. Ils avaient tous commencé avec Donjons et Dragons, avec Innominé Satanis, avec Cthulhu. Et puis finalement, ce qui est amusant, c'est que tous reviennent vers le jeu de rôle maintenant. Et donc l'idée, c'était comment jouer au jeu de rôle sur notre temps de travail. Et donc nous, on avait tric-trac au boulot. Notre temps de travail, il était consacré aux jeux de société. On avait des caméras, des trucs, et je me suis dit, ce qui serait bien, c'est qu'on rejoue au jeu de rôle devant des caméras au travail. C'est rigolo parce que, en fait, voilà, c'est à toi de jouer, c'est à toi d'imaginer. Et donc, je me rappelle, dès qu'on avait fait d'autres parties d'un jeu, c'était pas de créer un scénario dans l'univers qui nous intéressait spécialement, c'est dire, ah mais tiens, on pourrait créer notre propre jeu. Parce que ce qui est bien quand on crée notre propre jeu, c'est qu'on fait nos propres règles. Et voilà, donc on s'affranchit, on devient les affranchis, en fait, d'une société dont on ne maîtrise pas les codes. Et comme ça, on peut les codes, on peut en faire ce qu'on veut. Et je pense que c'est ça aussi. Alors, et c'est vrai qu'avec le jeu de plateau, par contre, là, on retrouve dans des univers où là, on a des familles qui sont là dans l'apprentissage de la règle, etc. Et alors, c'est pas étonnant que ce soit les vieux filous qui jouent au jeu de rôle, qui créent les règles, finalement. C'était un numéro de jeu stratégique. Alors, le premier qu'on a découvert, c'était un qui était consacré aux jeux de science-fiction. Et donc, on trouvait le magazine très bien. On a continué à l'acheter. Au bout de quelques numéros, il y avait un numéro spécial sur Donjons et Dragons, sur les jeux de rôle. Et donc on a commencé à jouer avec l'encart qui était dans le jeu. Là, c'est lorsque vous aviez une correspondance Ça, c'était encore avant. Ça, c'était un autre monde. C'était encore avant. On a intégré en premier les Warriors. Et après, on a atterri chez Odestrio. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et, le truc aussi qu'on pourrait dire, c'est qu'à l'époque, participer à une association, c'était aussi une forme de jeu. Puisque nous, on découvrait un peu la vie associative, et donc gérer une association, faire partie du conseil d'administration, gérer les affaires de l'association, c'était aussi une forme de jeu, c'était assez intéressant. Ça reste pour aussi un loisir de niche par rapport à d'autres comme le jeu vidéo ou le cinéma. Et effectivement, se mettre autour d'une table, discuter, c'est peut-être quelque chose qui est paradoxalement à notre époque et quelque chose qui est pas tellement qui est peut-être contre le courant actuel où les gens sont de plus en plus individualistes, sont devant leur écran, leur smartphone. Et oui, ce que je disais, c'est un vrai lien social. Moi je dis, on connaît vraiment quelqu'un, quand on a fait quelques parties de jeux de rôle avec lui, on voit comment cette personne réagit dans certaines situations. Une belle photo des anciens, voilà. Et demain, à la même heure, 14h30, là, Rock'n'Roll seront là aussi. Il y aura un débat, il y aura une discussion et un débat sur est-ce que les actualités c'est du jeu de rôle. Voilà. La réponse c'est oui. Je donne pas de réponse maintenant. Et on aura la réponse demain. C'est un débat effectivement très intéressant. Voilà. Est-ce que c'est Alors là, en fait, on est sur le stand de Olivier Portejoie. Mais dis-moi, Olivier, t'es plus au Grimoire? Non. Maintenant, j'ai monté ma maison d'édition qui s'appelle les éditions Portejoie. Et donc, on continue la ligne éditoriale que j'avais bâtie aux éditions Le Grimoire, c'est-à-dire de la littérature augmentée et interactive. Avec le dernier opus qui est Aliénation. Aliénation qui comprend 22 nouvelles, 22 illustrations, mais aussi 22 compositions musicales originales et 22 courts-métrages. Et la première nouvelle est de Pierre Bordage, qui a fait l'honneur en fait de
d'écrire la première nouvelle de l'anthologie Aliénation. Après, je vois que tu as le Donjon de Nullbuck. Bon, ça, c'est un peu le fer de lance. Non. Le Donjon de Nullbuck, voilà, c'est un petit peu la locomotive du grimoire. Ouais. Et donc voilà, c'est un livre qui a trouvé son public. Et puis voilà, c'est bien de l'avoir sur le stand pour montrer la continuité aussi. Et puis donner de la continuité aussi à cette œuvre qui est une œuvre importante dans le jeu de rôle français. Où est-ce qu'on peut les trouver, les ouvrages des éditions Portejoie? Alors sur notre site internet, dans les salons et dans toutes les bonnes librairies. Donc si le libraire ne l'a pas en stock, il suffit de lui demander. Il peut le commander. Voilà. Ok, super. Combien de livres par an tu publies à peu près? Alors je préfère en fait que le livre puisse exister, donc je publie très peu, 2 ouvrages par an en moyenne. Donc les 2 prochains ouvrages d'ailleurs ce seront 2 livres dont vous êtes le héros. Donc dans une nouvelle collection qui va sortir, qui sera interactive aussi. En moyenne 2 livres, mais avec un tirage conséquent, c'est-à-dire entre 3000 et 4000 exemplaires. Ah ouais, un gros tirage. Pour le jeu de rôle. Et concernant les anthologies, on est autour de 3000 exemplaires. D'accord. Reboot de Célia Ibanez qui avait donc ça c'est une nouveauté, ouais. En fait le prix 1000 saisons sur l'anthologie Revenir de l'avenir. Et donc on va sortir bientôt aussi le roman qui a gagné en fait l'anthologie des astres humains. Et donc là ce sera Irénée Salvador avec un roman qui s'appelle Yeux fauves. Pour l'anthologie Aliénation, en fait les lecteurs ont 1 an pour voter. Voilà. Et donc le roman en fait suit après, alors il faut à peu près 1 an et demi de conception.